9 heures dans la sphère du handball. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Marc. Véronique Toulza. Bonjour. Il y a des petits problèmes techniques. J'ai compris. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je n'ai pas très bien entendu la question. Pas de questions encore. Pour l'instant, je vous saluais juste. Je disais que donc, vous êtes Véronique Toulza, candidate de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et vous êtes candidat à la 5e circonscription du Bas-Rhin. Est-ce que je vous laisse peut-être vous présenter en quelques mots? Oui, donc effectivement, je m'appelle bien Véronique Toulza. J'ai 63 ans. Je suis mariée, mère de 3 enfants, grand-mère de 4 petits-enfants pour l'instant. Félicitations. Voilà. Et je suis militante en politique depuis plus de 40 ans, toujours à gauche. Et voilà, ancienne élue de la ville de Sélestat. Je suis également impliquée dans des associations, plutôt dans des associations à caractère social. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, le sujet principal va être axé sur le sport, mais je vous rappelle que vous avez donc une carte blanche en fin d'émission pour nous parler d'un sujet dont vous avez choisi et qui peut être en rapport avec n'importe quoi. C'est vraiment votre carte blanche à vous. Voilà, donc on va commencer donc le petit entretien avec la première question qui est, vous, demain députée, Madame Toulza, quelle voix vous allez porter pour le sport? Alors, pour moi, un député, c'est un mandat national. Oui. Donc, il s'agit de légiférer et de légiférer pour tout le pays. Donc, il s'agit de défendre un intérêt collectif, mais national, et ça ne peut pas être simplement l'intérêt d'une circonscription en particulier. Même si on peut s'inspirer de ce qu'on voit dans sa circonscription pour essayer de porter des lois à caractère national, mais ça ne peut pas être une loi qui ne s'adresse qu'à la circonscription. Bien sûr, donc c'est plutôt un ancrage, voilà, comme vous le dites, national, même si vous êtes élu d'une seule circonscription, c'est pour l'ensemble du pays. Et donc, avez-vous des petites pistes alors, j'aime pas trop ce mot, mais quelle est l'idéologie ou quel est le caractère de ce nouvel parti NUPES concernant le sport alors? Et il y en a une. Pour nous, notre programme est extrêmement complet. Oui. Donc, il couvre l'ensemble de la vie d'un humain. Et c'est plus que simplement un catalogue de mesures. On pourrait trouver le sport dans ce catalogue de mesures, mais pour nous, c'est véritablement une vision du monde dans sa globalité. D'accord. Et donc, je ne vous dirais pas que le sport est au cœur de notre programme parce que ce serait chercher à vous séduire. Or, nous ne sommes pas là pour vous séduire, nous sommes là pour vous convaincre. Voilà. Donc, et je pense que vous n'êtes pas la seule non plus. Pour être totalement honnête, je pense que le sport n'est jamais au cœur même d'un programme, voilà. La préoccupation des Français. Surtout en ce moment, n'est pas forcément peut-être le sport en priorité, mais c'est quelque chose que je pense qu'il faut intégrer tout de même. On peut faire plein de rapprochements avec peut-être la santé psychologique, on en a déjà parlé avec d'autres candidats, ou la santé physique, psychologique, nutritionnelle. Voilà, il y a plein de thèmes. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Donc, je continue, si vous me le permettez. On va parler donc sur des questions un peu plus précises, avec des thèmes d'actualité. Il y a une semaine, on était un scandale, ou un fiasco du moins, sur le Stade de France, longuement, durement exprimé par les médias nationaux. Vous, madame, quelle vision portez-vous sur ce qui s'est passé? Je pense que c'est un fiasco. Comme tout le monde le soulève et comme la presse internationale d'ailleurs le soulève, l'image qui est donnée du maintien de l'ordre en France est catastrophique. Alors, nous pensons, et je le pense au travers de la vision de la NUP, c'est que plus généralement, pas seulement au Stade de France, mais la question du maintien de l'ordre, de la philosophie du maintien de l'ordre dans notre pays,
est quelque chose qui doit être interrogé. Parce que la défiance par rapport à la police aujourd'hui est déjà existante, mais ça n'est certainement pas en observant les images qu'on a vues concernant la manière dont la police a conduit les opérations que ça va améliorer l'image. Donc, pour vous, c'est un problème plutôt au niveau de la police. Mais parce qu'on l'a observé ailleurs. En fait, on l'a observé au moment de la crise des Gilets jaunes. On l'a observé aussi à la gare du Nord, je crois, cette semaine. C'est globalement quelque chose qui dysfonctionne. Donc, ça n'est pas... Bien sûr qu'il a pu y avoir des billets, par exemple, falsifiés, il a pu y avoir des bandes organisées ou moins organisées venant de cités, même si je n'aime pas du tout qu'on stigmatise comme ça, mais il faut quand même admettre que les explications de M. Darmanin n'ont convaincu personne. Alors, tu es sûr que, je tiens à préciser quand même pour toi complètement clair, le nombre de billets faux ou falsifiés reste encore un sacré mystère. Tous les chiffres changent en fonction des médias et en fonction des interviews. Voilà. Entre plus de 30 000 et 2 700 ou quelque chose de ce type-là, il y a quand même une sacrée marge. Mais je pense qu'il aurait mieux valu pour M. Darmanin d'accepter de dire que oui, il y a eu une défaillance de la part, pas des policiers, parce qu'en fait les policiers obéissent aux ordres, mais de la part du dispositif tel qu'il a été conçu. Ça aurait été, à mon avis, plutôt se grandir de dire ça et ne pas chercher à trouver des lampistes un petit peu à droite à gauche, quoi. Parce qu'une manifestation sportive où il y a des billets falsifiés, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau, mais un très grand nombre comme ça, effectivement, on a rarement vu. Donc un problème plutôt donc de maintien de l'ordre. On a bien compris votre position. Maintenant, si on rentre dans des questions un peu plus précises, un peu plus pointilleuses, je change un peu de sujet. C'est les mêmes questions qu'on a posées à chaque candidat. Pour vous, quelle est la place ou quelle devrait avoir la place de la religion dans le sport? On a eu, je prends l'exemple de l'actualité tout de même, avec Grenoble, il y a 2 semaines, et le maire, je suis désolé, je suis obligé de poser ces questions, je les ai posées à tout le monde. Quel regard avez-vous? Est-ce que la religion doit avoir une place dans le sport? Je ne suis pas étonnée que vous posiez cette question parce que c'est une question qui évidemment fait le buzz, quoi. Donc, je vais y répondre, évidemment. Évidemment que la religion n'a pas sa place dans le sport. Pas plus d'ailleurs que dans la sphère publique en général. Par contre, je pense que la vraie question qu'il faut se poser par rapport au burkini, parce qu'il faut appeler un chat, la vraie question c'est qu'est-ce qui est à l'œuvre systématiquement dans ce type d'affaires lorsqu'il faut coûte que coûte cacher le corps des femmes? Je crois que c'est là-dessus qu'il faut s'interroger. Que ce soit le cacher dans certaines cultures ou le montrer de manière ostensible dans les publicités ou dans d'autres cultures où une femme la plus dénudée possible sert à vendre à peu près tout et n'importe quoi, c'est vraiment l'instrumentalisation du corps de la femme qui n'est vécu en général que comme un objet de désir dans un monde, une culture plutôt patriarcale quand même, il faut le dire, et où, en gros, il faut cacher ou montrer le corps des hommes par rapport aux hommes. Le corps des femmes par rapport au regard des hommes. Et c'est vraiment ça qui pose problème. Parce que le corps d'une femme n'a pas à être regardé que comme un objet de désir, et les hommes certainement pas non plus comme étant des êtres incapables de se retenir dans leur sexualité, quoi. Voilà. Je crois qu'il y a là quelque chose qu'il faut vraiment qu'on regarde attentivement. Il faut que les femmes occidentales refusent tout simplement que leur corps soit instrumentalisé à des fins commerciales ou voilà, et que par ailleurs les femmes de confession musulmane acceptent aussi de dire que leur corps leur appartient et qu'elles en font ce qu'elles veulent.
Donc, pour Voilà. vous, c'est plutôt, on touche aux droits des femmes alors. Tout à fait. D'accord. Alors, je milite évidemment pour que une femme prenne conscience de la place qu'elle a et surtout qu'elle refuse de rentrer dans ce schéma où son corps est instrumentalisé dans le regard des hommes. Voilà. On n'a pas une part de sexisme alors? Que pour vous, il y a Pardon? du sexisme dans le sport alors? Oui, enfin, il y a du sexisme partout, mais je pense Bien que sûr. c'est quelque chose qui relève plus de l'éducation des femmes en général, Mhm. parce elles sont parfois des victimes consentantes de ce regard qui est porté sur elles, et en particulier sur leur corps. Donc, je pense qu'il y a une éducation populaire à faire. euh, pas que par rapport aux femmes à cause du burkini, mais aussi, je le répète, à cause du corps des femmes qui est exhibé, y compris dans le sport. Bien Je sûr, bien pense sûr. par exemple au Tour de France où on voit ces femmes qui se tortillent. Enfin, ça me fait mal, quoi, moi, en tant que femme, de voir ça. Elles ne servent que à donner un bouquet ou à faire garniture autour des hommes. C'est inacceptable, ce genre de choses. Donc, vous, Plus est-ce que, aujourd'hui. bien sûr, on est d'accord. Donc, est-ce que pour vous, c'est une éducation, vous parlez d'éducation populaire, est-ce que c'est une éducation à avoir dès le plus jeune âge alors? Ou même, nous, adultes, on peut commencer enfin, vous pouvez avoir un impact aussi sur ces personnes-là. Ah bah oui, Oui. je pense Les deux, qu'il s'agit. Pardon? les deux alors, dès le plus jeune âge et maintenant pour les adultes. Ben oui, bien sûr. Je le fais par exemple au travers de l'action que j'ai dans une association de femmes de quartier Oui. où les femmes essentiellement se voient à travers leur fonction de maman, de mère, de donner la vie, quoi. Et ça n'est que ça, ou d'être une bonne femme d'intérieur qui sait faire à manger. Voilà. Elles ne se vivent que comme mère nourricière, quoi, d'une certaine manière. Je pense qu'il y a un gros travail à faire par rapport à ça. Donc ça, c'est pour les adultes. Et au niveau de l'école, je suis une ancienne de l'éducation nationale, bien sûr. Ne serait-ce qu'au travers des filières où les femmes, il y a des filières entières où les femmes ne sont pas. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage, bien entendu. La place est pour tout le monde. Maintenant, on a bien compris donc les positions sur ces sujets-là. Je ne reviendrai pas dessus. Maintenant, vous êtes élu demain député. Comment essayer de rendre la circonscription, alors on a bien compris que c'était un truc aussi national, je suis bien d'accord, et comment essayer de rendre la circonscription plus sportive à travers l'ensemble des associations, des clubs sportifs? Avez-vous une ou deux petites mesures, une petite liste pour nous éclaircir? Bah, nous avons. La première chose que je voudrais dire, c'est que le sport tel qu'il fonctionne actuellement est quelque chose qui ne peut pas convenir. Ça ne peut pas convenir parce qu'il est essentiellement axé autour d'une course aux médailles, d'une compétition. Les villes enfin, les communes en général se tirent la bourre pour accueillir des grandes compétitions internationales. Et il y a très globalement une marchandisation du sport avec le sport business, quoi, en fait. Donc, pour nous, ça n'est pas possible. Euh, que ce soit au niveau des compétitions et de la pratique sportive en général, mais aussi au niveau des installations sportives, puisque bah, les politiques d'austérité que nous connaissons actuellement conduisent les communes à avoir ces fameux partenariats publics-privés qui vont jusqu'au fameux naming Oui, qui consiste à donner le nom d'un sponsor carrément à une installation. Je pense que c'est pas du tout comme ça qu'il faut agir. Et puis, il y a le problème du financement aussi du sport. Le ministère des Sports s'est quasi désengagé de la question sportive et nous avons eu la création de l'Agence nationale du sport qui est essentiellement axée sur ce sport ultra élitiste avec des résultats à court terme. Et au niveau de la gouvernance dans l'ANS, eh bien, il y a, y compris le MEDEF. Donc, vraiment, ça interroge. L'État est le seul financeur à proprement parler, mais ça n'est pas l'État qui pilote.
Donc, c'est un petit peu problématique, hein. Donc, pour vous, moins de compétition et plus de pédagogie, alors, si on comprend bien. Alors, plus de ce que nous appelons de la pratique sportive. Pour nous, ce qui est important, c'est de sortir de la logique des marchés et de la concurrence et d'avoir un sport dont la vocation est plutôt la construction de l'estime de soi et l'apprentissage du respect de l'autre. Bien sûr. C'est plutôt le sport. Voilà, le sport bien-être plutôt que le sport compétition et sport business. Voilà. Pour nous, c'est très important. On a une exclusion du sport. Quand on fait une étude là-dessus, ce sont les femmes de conditions modestes et en mauvaise santé qui sont les plus exclues du sport. 54% des hommes et 44% des femmes sont aujourd'hui obèses ou en surpoids. Il y a là un véritable enjeu, quoi, un enjeu de santé publique même, hein. Oui, voilà. Donc, pour nous, le sport doit avoir une mission éducative et sociale et une mission de formation. Et d'intérêt public. Alors, je rappelle juste que le MEDEF, c'est donc le mouvement des entreprises de France. Voilà, comme vous avez cité. Pardon, oui. Donc, on avance dans le temps. Il est 9h17. C'est l'heure maintenant de votre carte blanche, Madame Touza. Alors, pour moi, je reste dans le domaine sportif quand même, d'une certaine manière, mais vous le savez, pour nous, il y a aussi une urgence écologique. Bien sûr. Bien sûr. Et il y a là, à mon avis, quand même une grosse étude, une prise de conscience du monde sportif aussi par rapport aux questions écologiques. Et je pense que pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas. Est-ce que vous pensez à l'installation des Jeux Olympiques de 2024, par exemple? Alors, par exemple, les Jeux Olympiques à Paris, il y a déjà une chose qui ne devrait pas être possible, c'est ces fameuses dérogations au droit commun dans le domaine de l'urbanisme et de l'environnement pour la construction des équipements. Ça n'est pas acceptable parce que, encore une fois, on trouve un moyen de contourner le peu de lois qui existent pour essayer de préserver l'environnement, et il suffit d'un gros événement sportif comme ça, et on est bien dans le sport business là, pour contourner cette question. Ça n'est pas acceptable. Il y a la question des piscines, des équipements sportifs en général. Le type de construction de piscine que nous avons actuellement, et c'est les années 80, 90, 2000, mais là maintenant, l'enjeu écologique est tellement important qu'il faut réfléchir. Il y a la question des sports automobiles. Est-ce que c'est bien raisonnable de faire tourner des voitures c'est quelque chose qui n'est plus aujourd'hui, avec l'état de la planète et les alertes régulières, notamment du GIEC, le jour du dépassement. Il est urgent de s'interroger sur ce type de manifestations sportives. Oui, donc voilà, à peu près. Et puis les transports aussi, par exemple, des équipes, des bénévoles ou des équipes qui sont transportées. Je pense que les pouvoirs publics devraient aussi pouvoir intervenir pour que ce soit une mobilité plus douce et plus respectueuse de l'environnement que d'avoir les voitures qui transportent les enfants ou les athlètes pour les compétitions. Donc là, on va vraiment s'interroger sur le lien entre écologie et sport et comment intégrer les deux en même temps. On a bien compris. Oui, je pense que c'est ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. C'était très clair. Voilà. Merci. Il est 9h19. On se donne rendez-vous ce soir pour le JT de Sébastien avec Sébastien qu'on salue, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui. Merci, Madame Touza. Merci. À vous aussi. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Comment on arrête?